bienvenue au cabaret de la crise. Donc ce soir, on va vous montrer notre travail en cours, c'est un peu un work in progress. Et vous pouvez aussi participer si vous avez une idée qui vous travaille, quelque chose qui concerne un peu la crise, n'hésitez pas à nous commander des sketchs, parce que c'est un peu un spectacle à la carte. On a décidé que finalement, c'est ça, on avait envie de faire quelque chose un peu comme si vous n'étiez pas vraiment des spectateurs, mais des clients. Voilà, parce que, c'est ça, aujourd'hui, vous savez, il y a une concurrence féroce dans dans la culture aussi. Donc on nous a fait comprendre qu'il fallait vraiment s'organiser, penser plutôt que comme une troupe qui est un peu démodée, plutôt comme une entreprise culturelle. Voilà, et donc les clients sont les rois, donc vous êtes nos rois un peu ce soir. Et c'est pour ça, en fait, qu'on s'est organisé en projet, vous voyez, avec des chargés de projet, des chargés de mission, des pilotes projets, avec un cahier de charges, une grille d'évaluation, un budget prévisionnel, un retro-planning, objectif, business plan, quoi. On y va, c'est ça, on fait comme les entreprises. Et puis, on a défini des pôles. Par exemple, Véronique est chef de projet du pôle... Nouvelle technologie. Adèle est chef de projet du pôle... Effondrement systémique. Et moi, je suis chef de projet du pôle pression sociale. Voilà. Alors après, pour faire vraiment entreprise, on a essayé de faire un peu d'harcèlement. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ça se fait partout, ça s'est tellement banalisé. C'est pas parce qu'on a une association loi 1901 qu'on peut pas s'harceler quand même. Ouais, enfin, excuse-moi Luigi, mais ça a pas marché du feu de Dieu, cette histoire. Oui, parce que moi, j'étais chargée de harceler sexuellement Luigi. Ouais. Alors, je lui touchais les fesses de temps en temps, je faisais des remarques salaces sur son physique. Tu parles. Le mec, il a adoré. Il n'était pas du tout en souffrance, déjà, c'est un mec, et en plus, c'est un rital. Attends, ça c'est sexiste et xénophobe. On dit la vérité ici ou pas? Moi, je peux rien. Non, mais ça doit être un truc dans les spaghettis, je sais pas, moi. Non, mais c'est ta faute, parce que moi, je me suis pas senti humilié, je me suis senti valorisé. Je te l'avais dit, il faut que tu fasses un stage d'harcèlement. Oui, c'est vrai, Véro. Moi, j'ai fait un stage de harcèlement moral, et excuse-moi, ça se voit. Ah ouais. La vache, on en a bavé. Donc le harcèlement moral, c'est ça, mais faut y aller, quoi, un peu, faut foncer, faut rentrer dedans. Des fois, j'allais les voir et je leur disais « Wow, mais c'est quoi ce jeu pourri, Luigi? Il y a des comédiens super formés qui crèvent la dalle, qui joueraient 1000 fois mieux que toi. Hein? Et toi, Véro, tu crois que t'as une place garantie, là, ou quoi? Hein? Le monde du travail est en pleine évolution, les cocos. Va falloir sortir de votre zone d'objectif, de votre zone de confort, et atteindre votre objectif. Voilà. Bon, on travaille, on y arrive. Et des fois, je l'ai harcelé de façon beaucoup plus cool, beaucoup plus subtile. Par exemple, des fois, je faisais la gueule, comme ça, sans raison, juste pour les déstabiliser. Donc ça a porté ses fruits, cette histoire. Ils se sont donnés à fond, ils ont fait des heures sup pas payées. Véro a même fait un burn-out. Ouais, je l'ai fait. Voilà, on est vraiment en train de progresser niveau harcèlement. Alors, après, pour faire entreprise, ce qui nous manque un tout petit peu, c'est le chiffre d'affaires, quoi. Les vrais recettes. Ça dépend de vous aussi. Non, ça dépend de notre rencontre. Ah oui, parce que c'est pas un spectacle, ça, non, c'est une rencontre entre artistes et citoyens. Luigi, excuse-moi, mais là, il va falloir y aller, parce que, il commence à se faire chier, oui, surtout, ouais. Ah, vous endormez. On va y aller, alors. Alors, voilà, on va commencer. Vous pouvez garder vos smartphones allumés, tant pis si ça sonne. De toute façon, c'est vous les clients ont toujours raison, non? Alors, il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. Pour être heureux. Et tu verras que la vie est belle lorsqu'on se passe des lobbies industriels. Alors ça ira un peu mieux. Il faut se bouger un peu, se bouger pour être heureux. Pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Jetez vos Prozac et sortez, riez, dansez, chantez, baisez. Et surtout venez voir le cabaret. Et surtout venez voir le cabaret. Suzanne Georges et Henri Sterignac. Suzanne Georges qui a vraiment fait l'effort de venir et qui est là pour rencontrer les balles pour la troisième fois.
Merci beaucoup, Suzanne. Et je vous présente donc que vous êtes franco-américaine, sociologue, et vous êtes présidente d'honneur d'ATTAC. Est-ce que tout le monde sait ce que veut dire ATTAC, en fait? Je crois qu'il nous faudrait un autre président d'honneur. Enfin, il est quelque part dans le... Bon, mais en tout cas, c'est visible sur le site, Rencontrer les parents autrement. D'autre part, elle est autrice d'une vingtaine de livres, dont l'un s'appelle « Vos crises, nos solutions ». Bon, Henri Sterdignac est... Alors, il est atterré, il est économiste atterré. Je suppose que tout le monde connaît cette association incroyable qui s'appelle les économistes atterrés. Il en fait partie. Ça veut dire qu'ils sont atterrés parce qu'ils proposent des solutions alternatives, comme d'ailleurs le cabaret de la crise aussi. Voilà, et il est aussi directeur du département de l'économie, de la mondialisation en tout cas, directeur de l'économie de la mondialisation à l'OFCE. Et puis professeur associé à Paris-Dauphine. Alors, maintenant, le débat est lancé. Vous pouvez émettre vos réactions, vos commentaires, vos questions sur ce cabaret de la crise qui, pour moi, en tout cas, moi je l'ai découvert au lieu-dit, était jubilatoire. Et d'après les applaudissements, je crois que vous avez apprécié également. Merci beaucoup, vous trois. Donc, est-ce que vous avez quelque chose, des critiques aussi, pourquoi pas, des commentaires, sinon, voilà, il y a une première question. Ah, super, merci. J'avais juste une question par rapport à, alors pas sur le fond, pour commencer, mais simplement par rapport au texte. Je voulais savoir qui avait écrit les textes et les chansons. Mais c'est... Bravo. Voilà. Formidable. Bravo. Oui. Ouais, ouais. Ça colle à l'actualité et c'est pas pour rien qu'il est docteur en économie, hein, je l'ai dit au départ. Et, évidemment, il n'y a pas que le texte, il y a tout le travail que vous avez fait tous les trois et c'est vraiment voilà. quelque chose, oui, c'est en place. Quoi. Vraiment, bravo. Merci beaucoup. Ouais. Et puis aussi votre maîtrise des langues, hein, c'était extra, Adèle et tous les trois, hein, super, sans accent, alors le bon accent américain. Vous avez passé quelques années en Amérique, tous les trois ou... Never. Never. Well, it's better like that. We're just actors, you know. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Sinon, nos invités ont peut-être des réactions. Suzanne Georges, Henri Sterdignac. Ma réaction est entièrement favorable et je pense que vous pourriez rédiger le prochain programme d'attaque. Il n'y a pas de problème. On aimerait beaucoup vous avoir à nos côtés. Parce que tous les grands sujets ont été sujets de sketch et puis je ne crois pas que vous ayez manqué un seul, mais ça ne m'étonne pas parce que monsieur est docteur en économie. Alors il en sait beaucoup plus que moi sur ce, sur ce sujet. Henri, il y a une question. Une question. Moi, je me demandais si vous aviez déjà joué ce spectacle devant un public qui, a priori, était enfin, vous voyez, plus hostile, et comment ça s'était passé? Enfin, plus hostile, ou disons plus d'accord avec les choses telles qu'elles se passent aujourd'hui. Oui. Oui. Enfin, dans le public, il y a toujours des personnes qui ne sont pas acquises. Ça dépend du contexte, mais c'est vrai qu'on a eu... des publics moins favorables par rapport à ce soir. Et disons qu'ils se retrouvent quand même dans certaines choses. Peut-être que c'était une autre formule qu'on avait jouée, parce que même s'ils peuvent trouver que parfois on exagère un peu, mais ça fait partie du jeu, on est obligé d'être un peu dans la caricature, mais ils trouvent que parfois il y a même eux qui sont peut-être à des, je sais pas, dans des responsabilités, ils sont dirigeants de je sais pas quelle boîte, mais ils remarquent que quand même il y a une difficulté, même à ce niveau-là, et qu'il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à faire, qu'ils voudraient
peut-être faire. Enfin, il y a un malaise même à d'autres niveaux, même si effectivement, nous, c'est vrai qu'on tape un peu sur la même, mais après on essaie de nuancer aussi. Par exemple, si on prend le sketch de Adèle et sa Toxane, de la compagnie pétrolière, on essaie de donner une chance, parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance à gauche effectivement à dire les méchants pétroliers et tout, donc on essaie de donner quand même une chance pour nuancer le propos, et donc quelqu'un qui serait plutôt dans sa logique, il peut dire effectivement, il n'y a pas que nous qui sommes méchants. Donc on essaie de donner toujours un peu des accroches pour être plutôt dans la complexité et pas juste dans la dénonciation. Donc ça, je pense que ça peut fonctionner avec des gens qui ne sont pas d'accord a priori. Voilà. Jusqu'à présent, on n'a jamais été hué. Jusqu'à présent. Je sais pas. Trop humoristique pour ça, hein. C'est entraînant, hein, franchement. Il faut jouer pour le MEDEF. La chanson, la fin, ça m'a évoqué Beaumarchais. Et justement, quand vous dites que vous n'avez pas été hué, Beaumarchais non plus n'avait pas été hué avec les noces de Figaro. Et ça j'ai trouvé que symboliquement, c'était très fort. Il faut aller jouer dans un conseil d'administration, peut-être que vous serez hué ou devant une réunion d'actionnaires du CAC 40. Je ne sais pas si vous avez vu le film Merci Patron, c'est dans Merci Patron, si je ne me trompe pas, où Ruffin va prendre la parole devant les actionnaires. Et là, effectivement... Moi, je ne les prendrais qu'à partir de 1000 actions de telle ou telle affaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui investissent, qui ont, je ne sais pas, quelques... Oui, mais ils ne vont pas aux réunions des, moi, je veux pas aux réunions des actionnaires. Les gens qui ont des investissements modestes, je trouve que ça peut être quelqu'un de tout à fait fréquentable. Vous croyez? Ah ben non, moi je suis plus extrême que vous. Alors, parce qu'il y a quand même des gens qui achètent des actions de sociétés d'armement, de sociétés pétrolières, tout ça, on peut... Bon, il y a quand même des limites. On peut trier les énergies fossiles et les armements. Ça, je suis entièrement d'accord. Voilà. Je voudrais poser une question au monsieur l'économiste atterré par rapport à la scène qu'on a vue du président qui a ce discours merveilleux et qui est interrompu par Staatsanwalt. Est-ce qu'aujourd'hui, un État qui prend autonomement des décisions qui vont dans le sens de l'humain peut encore les prendre librement? Est-ce qu'il y a encore cette possibilité ou alors vraiment on est dans cette situation? C'est un peu long, oui. Un État qui prend des décisions qui ne vont pas dans le bon sens est immédiatement attaqué, d'une part pour nous dans la zone euro, enfin dans l'Union européenne, hein. Tout de suite il se heurte à l'Union européenne. Vous savez que Juncker a dit une fois, il n'y a pas de démocratie contre les traités européens. C'est-à-dire que les traités européens s'imposent théoriquement au pays, et puis d'autre part ils sont aidés par les marchés financiers, et c'est ce qu'on a vu il y a 6 mois avec l'exemple de l'Italie qui est sortie un peu des clous. Les marchés financiers ont tout de suite réagi en augmentant assez nettement les taux d'intérêt. Donc il faut se battre, c'est un combat qui n'est pas évident, et il faut se mobiliser aussi, c'est-à-dire si un ensemble de pays de l'Union européenne veut changer de trajectoire, il faut qu'ils soient prêts à se battre à la fois contre les instances européennes et contre les marchés. Il me semble que j'aimais beaucoup le sketch sur la présentation des résultats, parce que ça c'est vraiment l'actualité le plus crue. La présentation du Premier ministre des résultats de ce soi-disant grand débat a été dire, comme vous, que c'est très bien parce que vous aimez le programme du gouvernement. C'était ça, en gros, sa présentation, non? Vous n'avez pas vécu comme ça qu'il a été... il a suffisamment truqué
son vocabulaire et les conclusions qu'il en a tirées, que je trouvais que le sketch était presque le même discours. Non? Oui, bien sûrement. Parfois, on fait juste du copier-coller et ça marche tout seul. Édouard Philippe, c'est un sketch, évidemment. Oui. Parce que dans le grand débat, il n'y a eu aucune question de mise en cause de la finance, il n'y a eu aucune question de mise en cause du partage entre salaire et profit, il n'y a eu aucune question... les dividendes. Et alors, sur les dividendes, etc., tout ça. Et donc, l'objectif du gouvernement, c'est d'obtenir une sorte de faux semblant pour dire ben, le grand problème qu'on a, c'est qu'il y a trop de dépenses publiques. Le problème, c'est quelles dépenses publiques sont de trop. Et c'est là où ça coince, parce que quand on demande aux gens, les gens ne sont pas disposés à baisser fortement les retraites, à baisser fortement la santé, à baisser fortement l'éducation, les dépenses d'éducation. Et donc, Édouard Philippe n'a pas... d'un côté, il dit, ben voilà, on va baisser les impôts, mais de l'autre, il n'a pas de programme populaire de baisser les dépenses. Et donc, ça coince un peu. Monsieur avait une question là. Le passer jusqu'au Non. 5e rang. Loupé. C'est pas grave. Chacun son tour. Chacun son tour. Ah non, il ne faut pas. Chacun son tour. Je rebondis sur ce sujet-là. En fait, je vais me faire l'avocat du diable, mais Vous avez bien raison. les agences de notation, elles auraient moins de pouvoir si jamais finalement on n'était pas en train de créer de la dette en permanence. Vous avez le micro, mais moi je vous entends Ah, pas. pardon. Je ne sais pas me servir de ça. Les agences de notation, elles sont là pour donner le taux d'intérêt finalement et le coût de l'argent qu'on va devoir rembourser parce qu'on est en train d'en emprunter plein. Comment on pourrait réussir à se débarrasser de cette espèce de mécanisme de on s'endette, donc du coup on a besoin de rembourser, donc on dépend des taux d'intérêt, du coup on dépend des agences de notation, et ainsi de suite. Henri est l'économiste, mais je dirais que tous les États sont endettés. Et les États-Unis n'ont jamais été désendettés depuis le 19e siècle. C'est bien ça. Et beaucoup de gens confondent la dette d'un État avec la dette d'un ménage. Et ça n'est pas vous, mais beaucoup de gens considèrent que c'est la même chose et qu'il faut être en mesure, demain matin, s'il le faut, à tout rembourser. C'est pas vrai. Les États continuent à s'endetter et quand ils sont valides, ça marche à peu près, c'est absolument pas considéré comme une erreur par les marchés financiers. Il ne faut pas se désendetter tout de suite. Ce serait la catastrophe. Si on n'empruntait plus, je ne sais pas dans quel état seraient nos services publics. Personnellement, je voulais intervenir justement sur la dette et demander ce que les économistes atterrés proposent par rapport à la dette. Il y a plusieurs réponses à faire. La première, c'est que normalement, jadis, naguère, les dettes publiques étaient garanties par la Banque centrale. Et donc, la spéculation était limitée. Donc, ce qui s'est passé avec la création de la zone euro, c'est que les dettes publiques de la zone euro ne sont plus garanties par la Banque centrale, ce qui permet au marché de spéculer. Donc, on peut spéculer sur la dette des pays de la zone euro, on spécule moins sur la dette du Japon, qui est détenue entièrement par les Japonais, on spécule moins sur la dette des États-Unis ou de la Grande-Bretagne parce qu'il y a une banque centrale derrière l'État qui, si nécessaire, imprime la monnaie, donc il n'y a pas de risque de faillite de ces pays. Le problème, c'est qu'avec la zone euro, on s'est mis dans une situation totalement invraisemblable, c'est-à-dire que la Banque centrale ne dit pas officiellement « je garantis les dettes publiques » et
quand un pays sort des clous, ça a été le cas de la Grèce et de l'Italie, au contraire, la Banque centrale a tendance à l'enfoncer en disant bien fait pour lui, c'est parce qu'il ne respecte pas les critères de l'Union européenne que les marchés l'attaquent. Deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est que dans tous les pays capitalistes aujourd'hui, il y a un déséquilibre qui fait qu'on a besoin de taux d'intérêt très bas, de déficit public parce qu'il y a un déficit de demande. Tous les pays se concurrencent les uns avec les autres pour attirer les capitaux. Donc on a une victoire du capital sur le travail, on a des profits exorbitants, on a les plus riches qui ont des revenus également exorbitants, et du coup il y a un déficit de consommation qu'on comble par la dette. Et donc la dette, ça devient une nécessité horrible pour les pays les plus riches. Et bien sûr, on serait mieux si on arrêtait de se concurrencer et si on faisait des choses horribles comme augmenter les salaires, augmenter la protection sociale. Et le problème, c'est ça, c'est que les gens maintenant, ils s'endettent, on a besoin de la dette, de la dette parce qu'il n'y a pas assez de consommation, il n'y a pas assez de dépenses sociales, dépenses publiques qui soutiennent l'activité. Voilà, c'est... Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème aussi avec les recettes? Oui, alors oui, c'est justement ce que j'oubliais. Et par ailleurs, il y a le problème que, naturellement, les pays se concurrencent en baissant les recettes fiscales, ils se concurrencent aussi en acceptant l'optimisation fiscale, hein, puisqu'il y a des pays qui disent aux grandes entreprises, venez chez nous, il n'y a aucun problème, on va faire ce qu'on appelle un rescrit fiscal, c'est-à-dire qu'on garantit aux entreprises que l'optimisation fiscale qu'ils ont imaginée, on ne va pas la remettre en cause. Donc si vous êtes une entreprise intelligente, vous vous dites, vous pouvez vendre en France, c'est pas grave parce que vous déclarez, les factures viendront d'Irlande, donc les profits seront localisés en Irlande, et en Irlande, vous allez retransmettre, vous allez faire passer une partie des profits aux Pays-Bas, puis ensuite aux îles Caïmans, de sorte que la fiscalité sur les grandes entreprises multinationales est aujourd'hui extrêmement faible. Donc ça contribue aussi à la baisse au déficit public. Et les aéroports et les autoroutes, tout ce que l'on vend. Oui, mais c'est... Henri a tout à fait raison. Si on ne paie pas les gens, ils ne dépenseront pas. Beaucoup de gens maintenant sont au strict minimum, sinon plus. Ce sont les Gilets jaunes qui ont rendu cela absolument évident, je crois, pour tout le monde. Et si on ne dépense pas, l'industrie ne tourne pas et il faut compenser quelque part. Ça, c'est... Henri a expliqué ça, je trouve très bien. L'autre chose, c'est que les impôts ne sont pas payés par ceux qui pourraient les payer. On connaît les GAFA, les soi-disant Google, Apple, etc. J'ai fait le calcul l'autre jour de tous les milliardaires dans le monde. Je n'ai pas fait que les Français, j'ai fait tous les milliardaires dans le monde. Il y en a maintenant 2208. Ensemble, ces milliardaires possèdent 11% de toute la richesse du monde. Et ils sont 0,0003% de la population mondiale. Ça ne les empêche pas de contrôler 11% de la richesse. Et comme personne ne peut traiter les trilliards de dollars, je transforme ça en secondes. Regardez votre montre. Si vous avez une trotteuse, et si vous imaginez que chaque dollar est une seconde, un seul trilliard, c'est 82 000 ans. Il faut regarder votre montre pour arriver à un seul trilliard. Or,
ces milliardaires en possèdent 9. Alors faites la multiplication de 82 par 9 et vous avez la possession de ces gens-là. Quelqu'un qui a $1 million, c'est pas très riche de nos jours. C'est peu de choses. C'est une journée et quelques de richesse, mais c'est quelque chose. Je crois que ça doit être 1 mois de richesse, mais c'est très peu de choses. Donc, les milliardaires ne paient pas en grande partie leurs impôts. Les compagnies ou les individus, mais les individus, ce sont les compagnies. L'homme le plus riche, ce n'est plus Bill Gates, c'est Jeff Bezos, c'est-à-dire Amazon. Et c'est lui qui est... lui, c'est 9000 ans tout seul, en seconde. Voilà. Alors, si on laisse passer tout cela, et le reste qui est dans les paradis fiscaux, j'aurais aimé plus sur les paradis fiscaux. Je trouvais que ce qu'il y avait était bien, mais c'était plutôt en passant. Alors qu'il y a beaucoup de matériaux là. Parce que c'est 20... Moi, là, je ne ferai pas les multiplications. Vous pouvez les faire si vous voulez. Mais c'est 21 à 32 trilliards de dollars qui sont dans les paradis fiscaux. Personne ne sait exactement, mais ce sont des économistes, pas des atterrés, mais les économistes, l'équivalent au niveau international, il y a un Américain qui a fait ça, Tax Justice Network. Et c'est eux qui ont fait le calcul, mais évidemment c'est très large, c'est très entre ceci et cela, mais c'est parce qu'on ne peut pas dire de façon plus précise, parce que justement tout ça est tellement bien fait, et ce sont les 4 très grandes compagnies de accounting, de comptabilité, mais qui font beaucoup plus que la comptabilité, et qui donnent les clés aux gens, les lois, qui ont les avocats, qui ont tout cela, et qui disent vous allez faire comme ceci, ce sera telle banque d'abord, ensuite vous transférez dans une banque finale qui sera votre paradis fiscal, et cette banque-là sera apte à vous garder votre argent, mais personne ne pourra savoir quel est ce qu'on appelle le dernier beneficial owner, c'est-à-dire celui qui possède réellement le compte. Ça, vous n'arriverez pas au nom de cette personne. Vous pouvez peut-être tracer, mais en arrivant au bout, vous ne trouverez pas le nom de la personne qui a caché son argent là. Vous comprenez maintenant pourquoi Suzanne Georges est présidente d'honneur d'ATTAC, et je vais vous donner ce que ça signifie, puisque vous ne l'avez pas trouvé. Association des transactions, non, de la taxation des transactions financières et de l'action citoyenne. Il y avait pour l'aide aux citoyens aussi, c'est aussi pour l'aide aux citoyens. Pour l'aide aux citoyens. Aussi. D'accord. Mais c'est très bien votre traduction. Il y a un micro et après je vous le donne. Il y avait une dame là avant vous. Ah. C'est pas grave. Non, j'ai un micro. Gardez le micro. J'ai le micro. Gardez le micro. Je voulais juste poser une question à faire un sondage. Je voudrais que, pour tout le monde, que ceux qui connaissent, sans regarder leur smartphone, le nom du ministre de la Culture, lèvent la main. Je connais. De la culture. De la culture. Oui, mais bon. Elle a changé récemment. Voilà, ça donne la place et l'importance de la culture. C'est un indicateur, disons. Et c'est juste pour dire que la crise, comme vous venez de dire, c'est toute une fortune entre les mains de quelques individus. Et comment réussissent-ils aussi? C'est une crise de la liberté de penser, et cette liberté de penser, elle ne peut exister que s'il y a une culture vivante, une presse vivante, une éducation vivante. Et je pense que en contraignant
ces trois éléments, la culture, l'éducation, la recherche, qui sont en train tous de se dessécher, d'être entre les mains de ces mêmes quelques grandes fortunes, on alimente la crise aussi. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Enfin, c'est ce qu'ailleurs on peut défendre, et je pense que la compagnie là, qui nous a proposé ce spectacle, qu'on peut être une compagnie culturelle, fait partie des artistes qui aident à préserver cette liberté de penser, à nous aider à nous poser des questions, à interpeller et à réagir ou agir même pour garder un peu de liberté. Pardonnez-moi, mais madame, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, mais c'est des individus. Mais ces individus sont surtout des gens qui sont à la tête d'une entreprise, aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce que nous parlons aussi des entreprises transnationales qui utilisent allègrement les paradis fiscaux. Donc Jeff Bezos, c'est Amazon, Bill Gates, c'est Microsoft, c'est etc. Le ministère de la Culture, maintenant, est ministre de la Culture et de la Communication. Et en fait, il faut bien voir que la communication, c'est beaucoup plus important que la culture en chiffre d'affaires. Donc, voilà. Et bon, personne ne me connaît. C'est quand même assez affligeant qu'on n'ait pas mis, comme jadis, un intellectuel prestigieux ou quelqu'un de motivé. Et d'autre part, comme vous savez, les États sont de plus en plus pauvres, et donc de plus en plus, c'est le secteur privé, les grandes entreprises qui vont... ils possèdent les journaux, ils possèdent les radios, etc. Et de plus en plus, on dit aux gens, aux culturels, ben, allez voir les boîtes et faites appel au mécénat, ce qui veut dire qu'au lieu que les boîtes payent des impôts et que ces impôts sont utilisés pour subventionner la culture, on dit ben, allez voir Total, allez voir Pinault, Arnaud, et ça devient eux qui sont les juges de la culture avec tout le biais que ça représente, et c'est extrêmement préoccupant. Voilà, donc ça fait partie des méfaits, si on peut dire, du capitalisme financier. Voilà, vous avez la parole. Oui, en fait, ma question, dans le mouvement des Gilets jaunes, en fait, il y avait très peu de remise en question de l'Europe telle qu'elle existe. La colère était tournée contre notre gouvernement. Oui. Alors qu'en Angleterre, bon, il y a des inégalités monstrueuses, sans doute encore plus importantes qu'en France, et la colère de beaucoup de gens s'est tournée contre l'Europe. Et en fait, vous disiez tout à l'heure que les traités européens allaient complètement à l'encontre des principes démocratiques. En fait, ils nous musellent, ils nous empêchent de prendre des décisions différentes. Mais en France, pour l'instant, ce désir de quitter l'Europe ne s'est pas encore manifesté. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi il y a une telle différence entre la réaction, entre les réactions des gens en Angleterre et ici? Le Brexit, le vote pour la sortie de l'Europe, a été un mouvement ambigu. Oui. Enfin, Oui. d'un côté, on avait les victimes de la désindustrialisation, mais qui ne s'en prenaient pas directement à la finance, qui n'expliquaient pas que grande partie du problème de la Grande-Bretagne, c'est qu'ils ont choisi une croissance basée sur la finance et non pas sur l'industrie. Et puis de l'autre côté, il y a un sentiment de regret de l'Empire perdu, extrêmement nationaliste, l'idée que la Grande-Bretagne pouvait retrouver son lustre d'antan, et aussi l'idée que les Anglais, peuple fier et souverain, n'avaient pas à obéir aux diktats de l'Union européenne. Il y a eu un certain nombre de décisions de l'Union européenne qui ont été très mal prises par les Britanniques, parce que l'Union européenne se mêle un peu de tout,
Donc il y a eu ce sentiment que peut-être on a moins eu en France. Voilà. C'est pas la question. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement spontané qui a ses limites. On n'a pas remis en cause la mondialisation, on n'a pas remis en cause l'Europe, on n'a pas remis en cause les grandes entreprises, on n'a pas remis en cause la financiarisation, et ça a été tourné vers uniquement, d'une part, cette augmentation du prix de l'énergie qui a été très mal gérée, et puis d'autre part, le sentiment qu'on retrouve dans beaucoup de pays, le sentiment que l'élite, que l'oligarchie financière, que les classes dirigeantes ne s'occupaient plus de la masse. Les Gilets jaunes, c'est une réaction, on peut dire, c'est une réaction à Macron, parce que quand Macron a été élu, on s'est dit c'est génial, le patronat s'est dit c'est génial, on est directement au pouvoir, c'est l'oligarchie financière qui dirige directement et elle va pouvoir faire les réformes dont nous avons besoin, nous patronat. Mais en fait, ils ont complètement oublié le fait que pour les classes dirigeantes, elles doivent être hégémoniques et il faut que les classes dominées aient quand même l'impression que les classes dirigeantes s'occupent d'eux, tandis que là, Macron, avec son mépris et puis des mesures qui frappaient directement les gens comme les 6% volés aux retraités et une taxe, l'augmentation du prix de l'énergie sans compensation directe, eh ben, il a fait une rupture totale et les Gilets jaunes se sont dressés contre Macron en oubliant quand même que derrière tout ça, il y a beaucoup de choses, il y a la mondialisation, la financiarisation et l'Europe, et voilà, donc c'est un peu le défaut, si on peut, un problème, si on peut dire, du mouvement social, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver les bons coupables, à désigner les bons coupables. J'ajouterais juste un point sur la Grande-Bretagne. Il faut savoir que sur énormément de clauses, enfin énormément, pas mal de clauses dans différentes lois qui ont été décrétées par l'Union européenne, les Britanniques ont obtenu ce qu'on appelle un opt-out clause, c'est-à-dire ils ont choisi d'avoir une clause qui les dispense de suivre cette règle-là. Et ça en est venu à un point où je me suis dit, pardonnez-moi de vous asséner l'anglais, mais de dire pourquoi on n'a pas un kick-out clause, pourquoi on ne peut pas les botter dehors, parce que si vous parlez avec les députés, si vous connaissez un peu, c'est pas mon cas, mais parce que je ne connais pas intimement, mais il y a des gens au Parlement qui vous diraient que toutes les avancées sociales que l'on voulait faire ont été trahies ou arrêtées par les Britanniques, soit parce qu'ils ont des positions assez puissantes dans la Commission, soit parce qu'ils ont manigancé autrement, mais je ne suis pas, peut-être s'ils partent, peut-être que l'Europe pourrait avancer un peu mieux. Mais vous me direz, on a les Hongries, on a les Polognes, on a les gens de l'Europe de l'Est. Moi, je crois qu'ils ont admis ces pays-là pour avoir des travailleurs bon marché qui pourraient venir dans toute l'Europe et remplacer les gens bien payés. Et voilà, enfin, mais ça c'est mon opinion personnelle. Je ne dis pas que c'est mais les faits sur les Britanniques, ça c'est vrai. Je peux ajouter un petit... C'est juste que, en fait, en 2005, il y a quand même eu un référendum en France. Et donc c'est vrai que les gens ont dit non de manière assez claire, malgré une campagne médiatique assez orientée. On a décidé de ne pas prendre en compte cet avis. Après, moi, j'ai pas d'avis tranché parce que c'est vrai que c'est stupéfiant comment il y a un truc, voilà, une taxe, ça va réveiller la fureur, alors qu'entre-temps, on a fait plein de choses comme ça, un peu moins visibles, moins,
moins choquante, et du coup, c'est ça qui va déclencher. Mais même l'Europe, c'est étonnant, parce qu'il y a des trucs où c'est plutôt la France, ou l'Italie, ou je sais pas quel pays, qui va plutôt empêcher des avancements. Par exemple, même des agriculteurs, ils touchent des subventions européennes, et puis ils râlent, concurrence déloyale. Enfin, parfois, c'est très ambigu. C'est très ambigu le rapport qu'on a avec l'Europe. On aime, on n'aime pas. Mais c'est sûr que c'est pas trop clair pour moi si c'est exclusivement l'Europe qui nous empêche de faire ce qu'on pourrait faire, ou si c'est aussi les États qui ne veulent pas. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a eu des accords, des traités signés par des chefs d'État. Et la souveraineté... Alors, pourquoi, du coup, le mouvement, je ne sais pas, c'est une question... mais c'est sûr que là, si tu fais un mouvement contre l'Europe, voilà, justement, tu passes pour tout de suite xénophobe, extrême droite, c'est compliqué, quoi. On va parler de l'Union européenne, d'ailleurs. Sinon, pas de l'Europe. Oui, par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur Sagnac, je ne suis pas d'accord avec vous sur l'analyse que vous faites des Gilets jaunes. Pour avoir beaucoup suivi, avoir été aux manifestations et compagnie, et y compris les premiers cahiers, les premières revendications, bien sûr, ça a été déclenché sur la taxe carbone, sur la taxe sur l'essence. Mais très très vite, ce mouvement a complètement bougé. C'est-à-dire, la question de l'Europe a été immédiatement posée. Alors, ça n'a pas été posé explicitement, genre avec des revendications, un programme politique. Mais si vous regardez leur page internet, des principaux leaders, des groupes qui existent, si vous regardez par exemple ce qui s'est passé à Saint-Nazaire, etc., la question européenne est posée. Comme vous le rappeliez, il y a eu en 2005 le refus du traité, ça a continué à irriguer toute la société française. Ça ne veut pas dire que les gens sont d'accord pour un Frexit, mais le fait, il y a une prise de conscience, je pense, que dans ce pays, que d'abord, qu'est-ce que l'Union européenne, quand vous disiez l'Europe, c'est... l'Europe n'est pas responsable de tout, mais l'Europe, c'est les États. C'est les États entre eux qui se sont mis d'accord, c'est ça l'Union européenne. Donc il n'y a pas d'un côté les États et puis de l'autre côté l'Europe. C'est les États qui se sont mis d'accord entre eux pour une certaine politique. Bon. Et je pense que les Gilets jaunes sont complètement conscients de ça. Pourquoi ça s'est focalisé sur Macron ? Parce que Macron a été beaucoup plus loin, et de manière beaucoup plus brutale, et de manière, plus avec ses petites phrases sur le mépris, que les autres. Mais fondamentalement, je crois qu'il y a une conscience très claire dans ce pays, et des Gilets jaunes qui quand même ont réussi la gageure de quand même faire plier un petit peu Macron, qui veut plier sur rien du tout, de faire plier un petit peu Macron, qu'il y a un problème global de répartition des richesses. Il parle de la répartition des richesses, il parle de la mondialisation, il parle de tout cela. Donc vraiment, non mais attendez, ils n'ont pas c'est pas un parti, ils n'ont pas un programme politique, mais réduire les Gilets jaunes à c'est un mouvement limité qui a une obsession de Macron sans prise de conscience du rien, à mon avis, c'est passé complètement à côté de ce mouvement. Non, mais la particularité de Macron, et en ce en quoi il y a un tournant, c'est que par rapport au gouvernement précédent, qui quand même avait un discours, par exemple le gouvernement Hollande, avait quand même au départ un discours qui faisait penser qu'il s'occupait effectivement de la situation de l'ensemble du peuple. Avec Macron, on a eu un discours qui effectivement était tout à fait centre. Mais le tournant Macron, il date de la mi-Hollande. Macron, c'est la mi-Hollande qu'il y a eu ce tournant, Valls, Macron, ils ont effectué effectivement ce tournant que Macron a accentué, mais il l'a accentué en plus en le faisant apparaître tout à fait beaucoup plus nettement. Par exemple, il a immédiatement supprimé l'ISF, alors qu'il faut quand même se rappeler que la première chose qu'a fait Hollande lorsqu'il arrive au pouvoir, ça a été d'étendre l'ISF. Donc le problème de Macron, c'est qu'il a fait apparaître directement quelque chose qui était tu, c'est-à-dire le lien entre l'oligarchie financière et l'appareil d'État. Et par ailleurs, bien sûr, on ne peut pas faire la distinction entre l'Europe et les nations. C'est-à-dire, actuellement, dans
les pays européens, comme dans l'Europe, c'est dominé par une oligarchie de hauts fonctionnaires qui, un jour, sont dans l'appareil d'État, de l'autre jour, dirigent des banques ou des grandes entreprises, et ils passent de la même manière entre Bercy et Bruxelles. C'est les mêmes personnes. Donc, c'est le même projet. Donc, le même projet, ça consiste à dire on va détruire progressivement le modèle social européen, on va baisser les dépenses publiques et sociales, on va diminuer le droit du travail, on va mettre en cause la fiscalité. Et c'est ce mouvement-là qui... donc on ne peut pas dire si c'est Bercy ou si c'est Bruxelles qui l'impulse. C'est les mêmes personnes et c'est le même objectif. Donc c'est un peu vain. Enfin, sur des points de détail, on peut dire... Voilà. Et d'autre part, les lobbies sont aussi puissants à Bercy qu'à Bruxelles. Hein. Lorsque certaines organisations non gouvernementales ont réussi à pousser le projet de taxe sur les transactions financières à Bruxelles, c'est les banques françaises qui ont fait du lobby en France pour que la France s'y oppose en disant c'est pas possible, la première victime ce serait BNP Paribas, or la France a tout à fait besoin de BNP Paribas, donc il n'y a pas les gentils États et le mauvais Bruxelles. C'est pour ça que dire il faut mettre en cause l'Europe, oui bien sûr, mais c'est pas l'Europe en tant que construction, c'est plus fondamentalement ce qu'il faut mettre en cause, c'est le néolibéralisme, l'idée qu'actuellement il n'y a pas d'autre solution que développer la logique libérale dans les pays européens. Je ne sais pas si Henri est d'accord avec moi ou si vous l'êtes, mais il me semble aussi que le rôle de l'Allemagne est très important, parce que l'Allemagne marche sur ce qu'on appelle l'ordolibéralisme, qui est un peu, enfin bon, je ne peux pas vraiment le définir, mais c'est le néolibéralisme revu, corrigé et augmenté, et qui insiste pour que les programmes d'austérité continuent, ce qui me semble une très mauvaise stratégie économique, surtout 10 ans après la crise de 2007-2008. C'est aussi l'austérité qui fait en sorte que on n'achète pas assez, et donc l'industrie ne produit pas plus, et donc il n'y a pas d'emploi dans l'industrie, et donc il n'y a pas assez d'argent et assez d'activités économiques dans les pays européens, et en particulier en France. Et ce sont les Bercy de tous les pays. C'est Bercy de tous les pays, unissez-vous. C'est vrai, tu as eu raison de développer ça. En même temps, il faut voir que les pays européens sont dans des situations très différentes et que l'Allemagne a réussi quand même à maintenir son industrie, qu'elle a réussi à appauvrir une partie importante de sa population, qu'elle a réussi à importer massivement, plus massivement que nous, des travailleurs en provenance des pays de l'Est, qu'elle importe des consommations intermédiaires en provenance de l'Est, donc elle est restée très compétitive. Et donc, mais en même temps, donc l'Allemagne a un excédent fabuleux, et donc l'Allemagne, du coup, ça lui donne un poids politique important, et en même temps, elle ne gère pas l'ensemble de l'Union européenne, parce que la conséquence de ces excédents fabuleux, c'est qu'il y a eu des déficits fabuleux dans les pays du Sud, et donc on n'est pas dans un système... Et d'autres pays européens. Dans les autres pays européens, donc on n'est pas dans un système qui fonctionne. Quoi. Le problème, c'est que le système ne fonctionne pas. Et même du point de vue allemand, c'est quand même une impasse.
Il faut savoir que l'Allemagne n'a pas des excédents fabuleux, mais il y a une partie importante de ces excédents qui sont automatiquement prêtés aux pays du Sud, à l'Italie, à l'Espagne, Et comme on ne peut pas dévaluer, à des taux d'intérêt extrêmement bas, et donc les épargnants allemands ne sont pas satisfaits. L'Allemagne n'est pas... La particularité de l'Allemagne, c'est qu'elle n'est pas hégémonique, en ce sens qu'elle ne réfléchit pas au niveau européen, et donc le fait de faire des gains fabuleux de compétitivité au détriment de ses partenaires, ça a complètement déstabilisé l'Union européenne. il faudrait, je crois, faire ce que Keynes avait proposé après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était en gros que l'argent, s'il y avait des normes excédents, ce serait taxé aussi bien que des normes déficit, et que ça augmenterait au fur et à mesure que l'excédent augmenterait, parce que ça favoriserait justement le partage et les prêts à ceux qui en avaient besoin, etc. Mais ça n'a jamais été accepté à cause des États-Unis, essentiellement. Ça n'a pas été accepté, mais c'était une idée géniale. Le problème, c'est qu'on sait très bien ce qu'il faut faire. Nous savons ce qu'il faut faire. Voilà, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas un problème intellectuel. Le tout, c'est de convaincre les classes dirigeantes qu'il faut le faire. Nous sommes tous d'accord pour dire la priorité essentielle, c'est de dégager 4 points de PIB pour la transition écologique dans tous les pays d'Europe. Donc on a besoin d'investir massivement pour la transition écologique. On sait ce qu'il faut faire, on sait rénover les logements, le transport collectif, etc. etc. Il faut de l'argent. Il y a de l'argent, par exemple en Allemagne. Donc il faut que chaque pays consacre une partie importante de ça à la transition écologique. Les pays qui sont en difficulté, eh ben, c'est l'Allemagne qui doit leur prêter, puisque l'Allemagne a des masses énormes de capitaux. Il y a le problème aussi que en Allemagne, il y a eu un développement de la pauvreté parmi les retraités, parmi des précaires. Il faut que l'Allemagne augmente sa protection sociale. On sait ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que ça n'intéresse pas les classes dirigeantes. Ça ne les intéresse pas. Si on dit aux classes dirigeantes, vous savez, il faut modifier la structure de la production, il faut renoncer aux consommations ostentatoires, il faut renoncer au voyage dans les pays lointains, etc. Et il faut se consacrer essentiellement aux besoins fondamentaux. Ça n'intéresse pas les classes dirigeantes. Faites quelques enfants aussi, parce que la natalité baisse énormément en Allemagne et la population aussi, d'où les immigrés qui ont été acceptés. Merci pour vos éclairages. J'aimerais poser 2 toutes petites questions rapides. J'aimerais beaucoup en fait savoir ce que vous pensez de la bande dessinée Economics, parce que moi j'avoue que quand je vous entends dire que vous savez, je suis heureuse d'avoir des interlocuteurs qui disent cela, parce que moi j'en sais vraiment pas beaucoup. Et voilà, je voulais savoir quelle pertinence avait cette bande dessinée pour des personnes qui sont désireuses d'être un peu plus responsables dans des choix citoyens, voilà, d'une part. Et d'autre part, en fait, j'aurais aimé entendre de la part de 2 économistes et de madame quelle était en fait la crédibilité qu'on pouvait apporter selon vous au mouvement de la collapsologie, si c'était de l'ordre du fantasme ou s'il y avait réellement un fondement et un réel effondrement à venir. Oui, j'ai une petite réserve sur ce que vous avez dit tout à l'heure.
Une petite réserve sur ce que vous avez dit tout à l'heure en évoquant la nécessité de convaincre les classes dirigeantes, parce que, en gros, il faut les convaincre de se suicider. Je veux dire par là que si on doit expliquer à Total qu'il ne faut pas extraire le pétrole, on lui explique donc que son capital a disparu, que ce qui est la source de sa richesse n'existe plus. Donc on doit convaincre les gens dont le métier consiste à posséder de l'argent qu'ils ne doivent pas en posséder. Autrement dit, ce n'est pas une question de convaincre les gens. Il faut abattre un système dans lequel des gens possèdent ce qui les fait vivre. Et au-delà de ça, rien n'est possible. C'est-à-dire que la catastrophe écologique en particulier, elle est nécessaire, elle est indispensable dès lors que, en faisant travailler son capital, on brûle la planète. Si Total peut exploiter ce qu'elle possède, autrement dit, s'il peut se comporter en entreprise capitaliste, la planète explose. Ben, convaincre, c'était bien sûr du second degré. Bien sûr qu'on ne va pas convaincre les classes dirigeantes. Je ne voulais pas dire qu'on va les convaincre. Le problème, c'est qu'il faut faire un rapport de force tel qu'effectivement ces classes dirigeantes ne soient plus les classes dirigeantes. Effectivement, M. Arnaud, M. Pinault ne vont pas du jour au lendemain se dire « Ah, la grande préoccupation, ça doit être le niveau de vie de l'ensemble de la population ». Il faut, je veux dire, simplement ce que j'ai voulu dire, c'est que on sait ce qu'il faut faire, pas parce qu'on est des économistes géniaux, mais parce que c'est une évidence que compte tenu des contraintes écologiques, compte tenu des besoins de la population, on ne peut pas continuer un système qui, d'un côté, comme on l'a dit, détruit la planète, et de l'autre, qui accentue les inégalités. Ce qui est caractéristique quand même depuis 25 ans. Depuis 38 ans, c'est l'écartement des inégalités et le fait qu'effectivement, le capitalisme financier se caractérise par le fait que c'est la finance qui dirige l'appareil productif et qui le dirige dans le sens d'augmenter sa rentabilité. Il est tout à fait évident que la préoccupation augmenter la rentabilité de ma boîte, c'est complètement contradictoire avec la préoccupation de satisfaire les besoins sociaux. Il y a des milliers d'exemples. Par exemple, si vous êtes une industrie, si vous êtes l'industrie agroalimentaire, le choix qui a été fait, c'est des aliments de mauvaise qualité avec du sel, du sucre, des additifs chimiques. Ça correspond pas au bien commun. Et si vous prenez l'exemple de la finance, il y a des banquiers en France qui un jour se sont dit c'est complètement débile de perdre son temps à faire du crédit aux agriculteurs, de perdre son temps à faire du crédit aux petites et moyennes entreprises. On gagnera beaucoup plus en allant sur les marchés financiers. Là, ce n'est pas un choix socialement avisé. Et donc, le problème, c'est pas un problème intellectuel, c'est un problème de rapport de force, c'est-à-dire réussir à imposer un tournant dans l'évolution économique. Et en même temps, pour que ce tournant passe, il y a un combat idéologique à mener pour que effectivement ça devienne l'exigence du peuple. Et c'est dur parce que on a les médias contre nous. Pour prendre une anecdote sans intérêt, la France, l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas se battent actuellement pour attirer les financiers qui viendraient du Brexit. Et de Londres, et dans les journaux, dans les échos, etc. On se félicite des mesures que la France va prendre. On va leur permettre de ne pas payer de cotisations retraite, etc., pour les attirer, quoi. C'est quand même prodigieux. Alors qu'on devrait dire, ces gens-là, c'est quand même des voleurs, quoi, parce que d'où est-ce qu'ils tirent leurs revenus? Pas de la production. Ils
tirent leur revenu du fait qu'ils volent l'argent des salariés et des travailleurs. Et donc on devrait au contraire faire tout pour qu'ils ne viennent pas. C'est aussi stupide que si on annonçait, on va prendre des mesures pour faire venir des pickpockets dans le métro parisien. Alors je ne vois pas l'intérêt de faire venir des gens pour développer le système financier. Et personne ne le dit, quoi. C'est quand même assez prodigieux, quoi. Vous le dites. J'aimerais vous apporter une bonne nouvelle. Ah. Oui. D'une part, il y a des solutions. D'une part, il y a des luttes à mener que je vais développer après. Mais la bonne nouvelle, je l'ai trouvée dans une revue américaine. Est-ce que vous connaissez l'organisation 350.org? Environnemental essentiellement, mais le fondateur de cela, Bill McKibben, a écrit un article très convaincant sur le fait que les énergies fossiles sont trop chères, que pour une unité d'énergie, mettons, je ne sais plus si c'est un giga quelque chose ou l'unité, mais c'est 60 à 70 $ pour produire cette énergie-là avec les énergies fossiles. Mais avec les énergies renouvelables, ça descend à 30 $ pour la même quantité d'énergie. Et donc, il prétend, enfin, il y a plus de détails que ça, mais il prétend que de lui-même, les énergies fossiles d'elles-mêmes vont perdre l'intérêt qu'elles ont et que le tout est dans la construction de l'infrastructure suffisante pour fournir l'énergie par le soleil et par le vent. Parce que c'est beaucoup moins cher déjà et ça le serait de plus en plus on installerait l'infrastructure. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'ONG. Nous ne sommes pas là des atomes, nous ne sommes pas là des individus qui ne savent pas quoi faire. Il y a beaucoup de gens qui travaillent ensemble, il y a beaucoup de coalitions, il y a beaucoup même d'organisations qui traversent les frontières maintenant, ça c'est assez nouveau, et qui travaillent ensemble. Les attaques d'Europe, par exemple, mais beaucoup plus que ça. Pour les traités, nous avons eu des unités, non seulement en Europe, pour battre le TAFTA, nous avons eu des alliés dans tous les pays européens, sauf Chypre, Malte et les 3 Baltiques. Tous les autres avaient leur quota, comme l'Europe le présente, le quota, c'est-à-dire un certain pourcentage de la population qui ont dit non à ce traité, sauf ces 5 pays très peu, qui comptent très peu, et ils ont agi ensemble, toutes ces équipes, et avec les États-Unis, avec le mouvement là-bas contre le TAFTA, le TTIP. Bon, je veux dire, on apprend à travailler au fur et à mesure de plus en plus, non seulement avec les Français, mais avec d'autres qui ont les mêmes arguments et qui sont à l'étranger et qui ont eux-mêmes apportent beaucoup de richesses. Alors, je crois que le mieux que l'on puisse faire, on nous demande très souvent, mais qu'est-ce que je peux faire? Déjà, je prends les transports en commun, déjà, je fais ceci ou cela, mais c'est bien, je ne décourage absolument pas l'action personnelle, mais je dis qu'il y a une place dans énormément de mouvements qui seraient très, très heureux de vous accueillir et parce qu'il y a une place pour chacun. Il ne faut pas dire, mais moi je ne suis pas économiste, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Il y a une place pour tout le monde, parce qu'il y a différentes tâches, et on peut faire différentes choses à différents âges de la vie. Si vous avez 3 enfants qui vous attendent à la maison, ça va être un peu plus difficile que si vous êtes à la retraite, mais il y a la place pour tout le monde. Donc moi, je ne suis pas du tout
défaitiste à ce propos. Mais si le prix va descendre, toute la question va être, est-ce que nous serons assez rapides pour réagir? Est-ce qu'on peut compter sur l'économie seule? Non. On ne peut pas compter sur cette baisse de coût des fossiles. Il faut aussi être à temps, parce que maintenant, nous avons très peu de temps. Personne ne sait si c'est déjà trop tard, donc il faut faire comme si ce n'est pas le cas, mais on a maintenant de quoi faire. Ouais, bonsoir. Je voulais vous poser. Je vais juste répondre parce qu'il y avait la question qui n'a pas. J'allais vous demander pourquoi vous ne voilà, répondiez pas. Rapidement, je vois cet ouvrage économique, j'ai jamais lu, mais en tout cas, c'est intéressant à chaque fois, même des documentaires. Je suis très gourmand de ce genre de produits divulgatifs. Moi, bon, déjà, je ne me considère pas un économiste, mais en plus, vraiment, c'est pas du tout clair pour moi. Hein. Enfin, c'est-à-dire que parfois, voilà, les solutions qui sont un peu des solutions en économie, on dit keynésiennes, c'est-à-dire il faut relancer par la demande, par la consommation des ménages. Je suis vraiment pas sûr que ça marche, parce que finalement, justement, on arrive à des limites. Et donc, je rejoins ta deuxième question sur la collapsologie. Si je vois ce dont tu parles, pour moi, c'est une littérature qui fait pas mal référence à un ouvrage qui est apparu en 1974, qui s'appelait justement Les limites à la croissance et à le rapport de Meadows, voilà, The Limits to Growth. Et donc, c'était un rapport basé sur des modèles, sur un modèle, des simulations, en fait, en entrant plein de paramètres démographiques, énergétiques, économiques, et du coup, qui décrivait un scénario obligatoirement en descente. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, la planète ne peut plus tenir tout ce qu'on lui demande. Et donc, leurs prédictions, il y a 30 ans, se sont plutôt avérées exactes pour ce qui se passe actuellement. Et c'est pour ça que maintenant, il y a cette littérature qui reprend cet ouvrage et qui, en fait, l'élargit. Mais donc, je sais pas, là non plus, je pense pas qu'on peut pas avoir un avis. C'est juste ça se base sur ces études qui sont quand même des gens sérieuses et pas que des économistes. Et ça, c'est une chance. Parce que les économistes, ils ont une vision de la réalité très étroite et du coup pas du tout dans la réalité physique des choses, et ce qui les empêche de voir les limites justement physiques de la planète déjà. Merci. Donc nous avons encore deux questions, une troisième et puis c'est fini parce que je vais rendre la salle. Je vais faire dans la dichotomie, mais c'est juste pour schématiser un peu les deux alternatives. Est-ce que vous pensez que on est dans une situation où le système s'emballe parce que les populations, enfin les peuples européens ont perdu du pouvoir démocratique, donc ont perdu du contre-pouvoir, et qu'il faudrait réacquérir du contre-pouvoir, imposer des réformes, notamment réglementer, enfin rendre l'Europe plus démocratique, réglementer les flux financiers et autres, et voilà, et ça irait bien. Ou est-ce que vous pensez qu'on est plutôt dans un schéma où la faiblesse démocratique des peuples est constitutive de ce système et de cette machine, et que donc finalement, la seule issue, c'est de changer de logiciel? Il faut changer de logiciel. C'est une question bien compliquée. Dans les pays capitalistes, naturellement, il n'y a pas de vraie démocratie, c'est-à-dire que l'État, c'est plus ou moins obligatoirement l'instrument des classes dirigeantes. Les classes dirigeantes qui réussissent à garder le pouvoir parce qu'elles ont les médias, parce qu'elles financent les partis politiques, etc. Donc il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de nouveauté. Je veux dire, voilà, c'est toujours le grand problème du capitalisme, c'est que les gens qui profitent directement du capitalisme, c'est 10% de la population, et il faut qu'ils réussissent à convaincre la masse des gens que effectivement ce qu'ils font c'est bien, et qu'ils sont capables, et que oui, ils sont plus riches, mais ça ruisselle sur tout le monde, et puis ils sont plus efficaces, etc. Donc le schéma démocratique, c'est toujours, enfin ce qu'on appelle le schéma démocratique, c'est les classes dirigeantes qui doivent réussir à
se faire choisir par la masse, alors que, et que la masse ne peut pas prendre le pouvoir. Alors pourquoi la situation s'est emballée actuellement? D'une part parce qu'il y a le creusement des inégalités de revenus dû à la financiarisation, il y a la mise en cause des classes moyennes à cause de la mondialisation, le fait que beaucoup d'emplois stables et bien rémunérés disparaissent, et puis aussi il y a le problème de la contrainte écologique qu'il va falloir gérer, et là on voit qu'on a le choix entre deux solutions, ou trois solutions. Soit on dit après tout on s'en fout, c'est pas notre problème, la technique va résoudre ça, c'est la solution, on voit Trump ou etc. On nie. Une seconde solution, on essaye que ce soit compatible avec le capitalisme, mais on voit qu'à ce moment-là, ça coince parce que c'est pas l'intérêt les grandes entreprises continuent à chercher leur rentabilité, ils ne réorganisent pas la production, et si on suit l'avis des économistes, c'est-à-dire qu'on se contente d'augmenter les prix de l'énergie et des matières premières, ceux à qui on demande des sacrifices, c'est les couches populaires, et c'est difficile. On le voit avec la taxe carbone, les gens qui sont frappés, c'est directement les couches populaires. Et la troisième solution, ça consiste à dire il faut renoncer au mythe de la croissance infinie, il faut se dire on doit avoir une société sobre, solidaire, égalitaire, et il faut satisfaire les besoins sociaux en priorité, il faut des autorisations de mise sur le marché pour dire les produits qui sont nuisibles, on ne veut pas les développer, les innovations qui sont nuisibles, on ne veut pas les développer, il faut empêcher l'obsolescence programmée, il faut au niveau des boîtes ne pas dire on fait confiance aux dirigeants d'entreprise, il faut au niveau des boîtes prendre des mesures pour être sûr que les produits qu'on fabrique, c'est des produits sobres et durables, et ça, ce tournant écologique, il faut absolument le prendre le plus vite possible, et il faut convaincre la masse de la population qu'il faut aller dans cette direction, que on ne vivra pas demain en 1950, la classe ouvrière pouvait se dire il va y avoir une croissance constante de mon niveau de vie, et donc bientôt je vais rattraper le niveau de vie des classes supérieures. Et maintenant, il faut dire à tout le monde attention, on ne va pas rattraper tout le monde le niveau de vie des classes supérieures, il va falloir aussi écraser le niveau de vie des classes supérieures. Et donc c'est un message plus difficile à faire passer, mais bon, on va voir là que quand même, on va avoir, je pense que dans la masse de la population, quand même, ce message, il commence à être porté, quoi. Dernière question rapide, parce que... Non, la dernière question, elle est là, et après, il faut conclure. Hein. Ouais. Il faut conclure, il faut rendre la salle. On va rendre la salle, je ne sais pas à qui, mais on la rend. Au centre culturel, ceux qui travaillent et qui veulent rentrer. Alors moi je suis pas du tout, j'ai pas fait d'études, donc je vais vous faire part plutôt d'un sentiment qui est personnel et qui est peut-être partagé par aussi une grande partie des Français sans doute, j'en sais rien, mais je me pose la question de concrètement la crise aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre. Il y a cette idée de quelque chose d'insidieux qui vient petit à petit, qui vient nous rendre la vie un petit peu moins facile. Et en fait, je pense que dans le débat public aujourd'hui, quand il s'agit de prendre des décisions très concrètes pour aller en avant, pour aller de l'avant, quand on nous pose des questions dans le débat national par exemple, on a l'impression, enfin moi j'ai cette impression, que finalement, pour aller en avant, il faut accepter que les choses aillent un petit peu moins bien dans un premier temps. C'est-à-dire que, par exemple, ça a été un peu évoqué dans le spectacle, comme je vais faire un petit lien avec le spectacle à la fin, c'est-à-dire que quand on propose une mesure qui irait dans le bon sens, il y a des gens dans la rue aussi, parce que effectivement il y a des emplois qui se perdent, parce que effectivement voilà, et il me semble que ça fait aussi un lien avec le manque de culture qu'on a, le manque de... Non. C'est parce que les mesures, elles sont pas faites dans le bon sens. Pourquoi taxer des plus faibles alors qu'on garde l'ISF? Mais du coup, cette question de convaincre, vous dites il faut qu'on convainc
la population d'eux. Et en même temps, il faut que les gens convainquent, les dirigeants d'eux. Et tout le monde a besoin de se convaincre. Mais qui convainc au final? C'est vrai. Mais ceux qui votent ne sont pas convaincus déjà. D'une part, il existe des choses qu'on appelle des mouvements. Sur BFM Télé à l'heure du repas. Quoi. Non mais c'est vrai, c'est une vraie question. Il s'appelle des choses qui s'appellent des mouvements sociaux. Et on en revient sur la culture. Enfin, il existe des choses qui sont des mouvements sociaux, des organisations qui doivent normalement réfléchir et aller dans le bon sens. On va rendre la salle. Alors, je vous... Est-ce que c'est allumé là Je ne sais pas. Non. Mais, merci. Mais, je vous signale que eux ont peut-être l'argent concentré, ils ont peut-être les bonnes positions et ça leur permet de contrôler beaucoup d'informations. Mais nous avons le nombre. Nous avons le nombre, nous n'avons pas l'organisation encore, mais c'est faisable d'avoir l'organisation aussi et des alliances. Et je pense que ça va relativement vite. Moi, je suis active depuis la guerre du Vietnam. Bon. Et je veux dire, non, mais c'est pas c'est pas ça. C'est qu'à l'époque, on disait US hors du Vietnam et tout le monde comprenait ce que ça voulait dire. Et ce soir, on est face à des concepts qui sont relativement difficiles pour la personne lambda, surtout s'il n'a pas fait un certain type d'études et jusqu'à un certain niveau. Mais c'est à ceux qu'on appelle, moi j'appelle les travailleurs de la connaissance, de simplifier, de faire en sorte que c'est compréhensible par tout le monde. C'est faisable, c'est pas très compliqué. Je veux dire, quand vous examinez la base de tout ça, c'est pas très compliqué, et chacun peut contribuer quelque chose. Et c'est ce que je propose, c'est de penser à quelle est l'organisation qui vous intéresse, quelle est la chose qui vous intéresse le plus. C'est pas la peine d'essayer de tout faire, vous ne pouvez pas faire bien et l'écologie, et les droits des femmes, et les droits des immigrés, vous ne pouvez pas couvrir ou les droits des banques, vous ne pouvez pas couvrir tout le spectre tout seul, non. Mais vous choisissez la partie qui vous intéresse le plus, et puis vous vous engagez dans quelque chose, parce que vous allez trouver des groupes. En plus, ce sont des gens plus intelligents que ceux que l'on rencontre. Je ne dirais pas d'habitude, mais c'est déjà une sélection. C'est déjà une sélection de gens d'intelligence et d'un certain courage. Donc, bon, vous n'avez rien à perdre. Essayez de tâter un peu les choses comme ça. Merci pour ces bonnes paroles.